Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas. Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type, et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active. Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1,5 million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter.
Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un mégaséisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour. Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus. Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la Terre en place. Eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue, se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se produit. Vous savez comment tout a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Bam! Non, attendez, je peux faire mieux. Badaboum! Non, c'est... peu importe. Et l'univers ne cesse de s'étendre depuis. À ses débuts, il était entièrement composé de gaz, principalement d'hélium et d'hydrogène. Au cours de milliards d'années, le gaz s'est étendu et refroidi. Pendant ce temps, des galaxies, des étoiles et d'autres choses mystérieuses dans l'espace, que nous essayons d'explorer aujourd'hui, se sont formées sous l'action des forces gravitationnelles. Et dans ce Capharnaüm, il y a environ 4,6 milliards d'années, notre magnifique planète est également apparue.
Tout a commencé par un disque de gaz et de poussière qui orbitait autour de notre jeune Soleil, exactement comme c'était le cas pour le reste des planètes de notre système solaire. Ce disque était constitué de gaz et de particules de poussière de différentes tailles. Elles tournaient autour du Soleil à des vitesses différentes et sur des orbites qui n'étaient pas plus stables que prévisibles. Elles se heurtèrent constamment les unes aux autres. Ces particules ont grandi à partir de très petits grains de poussière pour devenir des rochers, et plus tard, des corps plus grands appelés planétésimaux, qui se déclinaient en objets de quelques kilomètres à plusieurs de centaines de kilomètres de diamètre. Ces planétésimaux qui orbitaient autour du Soleil au sein du disque avaient une force gravitationnelle suffisante pour attirer d'autres objets du voisinage hors de leurs orbites et entrer en collision avec eux. À mesure qu'ils se heurtèrent sans cesse, ils devenèrent de plus en plus gros, jusqu'à atteindre des diamètres de plusieurs milliers de kilomètres. C'est pratiquement la taille de Mars et de notre Lune. Nous savons tout cela grâce aux météorites. Elles proviennent de différents endroits de notre système solaire et apportent toutes sortes de matériaux à notre planète. Elles nous donnent quelque chose d'intéressant à étudier et à apprendre sur notre propre système et sur sa formation. Ces matériaux comprennent de très petits morceaux de poussière et de roches appelés chondres, qui ont traversé le chaos et survécu aux moments difficiles qui ont précédé la création des planètes. Les météorites apportent également des morceaux d'astéroïdes et de planétésimaux, laissés après la fin du processus de formation des planètes. Alors que ces objets se formaient, certains éléments radioactifs comme l'uranium et le hafnium ont été piégés à l'intérieur des minéraux et en sont devenus partie intégrante. C'est ainsi que les scientifiques ont pu déterminer leur âge. Mais la phase finale de formation de notre planète, et de façon générale, tout ce chaos qui agitait notre système solaire a peut-être pris un peu plus de temps. Jusqu'à 100 millions d'années de plus environ. C'est alors que le dernier grand impact s'est produit et que la Terre a finalement atteint sa taille actuelle. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle a heurté un autre objet presque aussi grand que Mars. Cette collision a été si puissante que l'impact a produit assez d'énergie pour vaporiser une partie du métal et de la roche à la fois sur Terre et sur ce planétoïde. Et cette vapeur a créé un disque qui a entouré notre planète. Celui-ci s'est refroidi et regroupé après un certain temps. Et c'est ainsi que nous avons obtenu la Lune. Notre Lune est le fruit des débris de cet impact, qui était une combinaison de gaz chaud et de roches en fusion. Il existe cependant d'autres théories sur la formation de la Lune. La théorie de la fission prétend qu'elle se serait simplement détachée de la Terre. La théorie de la capture suggère que la Lune se serait formée ailleurs dans notre système solaire. À un moment donné, alors qu'elle se promenait, elle se serait tellement rapprochée de la Terre qu'elle aurait fini par être capturée par sa gravité. Enfin, les partisans de la troisième théorie, celle de la coformation, pensent que la Lune et la Terre se sont formées simultanément à partir du même disque protoplanétaire. Avant la formation de la Lune, la Terre était un endroit très différent. Si vous pouviez passer une seule journée sur cette Terre sans la Lune, vous seriez d'abord surpris par le cycle des jours et des nuits. Il ne serait pas aussi régulier qu'il l'est aujourd'hui car la Lune aide à stabiliser l'axe de la Terre. Les jours étaient plus courts à l'époque car la Terre tournait beaucoup plus vite avant la formation de son satellite. Sa force gravitationnelle a ralenti la rotation de notre planète, ce qui signifie que les jours se sont allongés. La rotation de la Terre ralentit d'ailleurs avec le temps, mais à un rythme vraiment faible. Selon certaines prévisions, d'ici 1 milliard d'années, une journée typique durerait entre 25,5 et 31,7 heures. Si 24 heures ne vous suffisent pas, attendez donc simplement 1 milliard d'années. Mais oui, si vous êtes le genre de personne qui aime prendre son temps, vous auriez très certainement dû vous dépêcher à cette époque. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses à faire pour passer le temps, à part naviguer sur de la lave, ramasser des cailloux ou espérer ne pas se faire frapper par une météorite de passage. Non seulement la Terre était très probablement une boule de lave en fusion, mais son paysage était également rocheux et stérile. La Lune à ses premiers stades était aussi extrêmement chaude. Elle était probablement semblable à une boule partiellement fondue, suspendue au-dessus de notre planète. Aïe! Mais si vous étiez assez patient, peut-être assisteriez-vous à quelque chose de vraiment cool. De l'eau arrivant sur notre planète pour la toute première fois. Une pluie de météores enflammés est tombée du ciel, et ils n'ont cessé de s'abattre sur notre jeune Terre. Cela a pu sembler dévastateur au début, mais certains de ces débris contenaient probablement de l'eau. Beaucoup pensent que les astéroïdes et les comètes qui ont heurté notre planète transportaient de petites quantités d'eau.
Mais étant donné que cette pluie de météorites a duré plus de 20 millions d'années, peut-être même jusqu'à 200 millions, il n'est pas si invraisemblable qu'après un certain temps, des flaques d'eau aient commencé à se former à la surface. Et lorsque l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère, elle est finalement retombée, formant des lacs, des rivières, des mers et enfin des océans. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'une vie primitive a eu la chance d'évoluer. La Terre a entamé sa transition d'une boule de magma incandescente au monde que nous connaissons aujourd'hui. Avant cela, il aurait été trop difficile pour la vie d'exister. Et même si cela s'était produit d'une manière ou d'une autre, toutes ces collisions de météores l'auraient probablement anéanti. Vous ne pourriez pas non plus survivre ici sans bouteille d'oxygène. La Terre avait une atmosphère, mais elle n'était pas comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'elle se composait de vapeur d'eau, de méthane, d'ammoniac et d'autres gaz libérés par l'activité volcanique. En gros, elle était bien trop toxique car des éruptions volcaniques se produisaient tout le temps. Et les températures étaient bien plus élevées, de sorte qu'exister à ces premiers stades de notre Terre n'aurait pas été une expérience très agréable. Il pourrait tout de même y avoir eu quelques formes de vie à cette époque. À ses débuts chaotiques, la Terre n'était pas recouverte d'océans, d'arbres ou des paysages époustouflants d'aujourd'hui, mais de magma en fusion. La forme de vie la plus ancienne que nous connaissions sont des fossiles de micro-organismes retrouvés dans des cheminées hydrothermales. Et on pense qu'ils ont environ 3,4 milliards d'années. Les scientifiques estiment que le moment où la vie aurait pu apparaître pour la première fois sur Terre serait il y a environ 4,2 milliards d'années, plus ou moins. Ainsi, avec le bon équipement, vous pourriez même observer des organismes unicellulaires, comme des bactéries quelque part à la surface de notre planète, et ce même avant l'apparition de la Lune. L'attraction gravitationnelle de celle-ci sur la Terre crée des marées de nos océans, ce qui signifie qu'elle a probablement aidé à mélanger et faire circuler l'eau des mers, et peut-être même à les façonner. Les marées, sans la Lune, seraient beaucoup moins importantes, car c'est son attraction qui provoque la montée et la descente des eaux. La Lune affecte également la vie dans l'océan. Au fil du temps, les animaux marins ont évolué et se sont adaptés à l'altération du niveau des eaux causée par la gravité lunaire. Même la lumière de la Lune a un grand effet sur les créatures marines. Les coraux, par exemple, utilisent le cycle de la Lune pour libérer leurs œufs en même temps, lorsque des marées plus fortes aident à transporter leurs œufs. Les bébés tortues marines utilisent la lumière de la Lune qui scintille sur l'eau pour les guider de leur lieu de naissance à l'océan. Qui sait quelle direction la vie sur Terre aurait prise si, à un certain moment, il y a quelques milliards d'années, nous n'avions pas eu notre compagne lunaire pour nous accompagner ? Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune.
Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et,
Au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps, et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle s'est cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Bientôt, nous pourrions commencer à construire des tas de choses sur la Lune. En effet, la mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, a récemment détecté du soufre près du pôle sud de notre satellite naturel. Cet élément chimique pourra se révéler très utile lorsque nous débuterons nos travaux d'infrastructure sur l'astre de la nuit. C'est la première fois que nous découvrons cet élément chimique très prisé sur la Lune. Sur Terre, on le trouve principalement près des volcans. Son apparition sur la Lune en dit long sur l'histoire volcanique du satellite et sur ses conditions atmosphériques passées. Le rover de la mission a détecté cet élément chimique moins d'une semaine après s'être posé à environ 70 degrés du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. Cet atterrissage historique sur la surface lunaire a fait de l'Inde le 4e pays à réussir l'alunissage d'une mission. C'est également le premier engin spatial à se poser aussi près du pôle sud de notre satellite. Il s'agit d'une importante zone stratégique, car on pense qu'elle abrite des gisements de glace d'eau. Si c'est vrai, les missions futures pourraient être en mesure de recueillir cette glace pour la transformer en eau potable ou même en carburant pour fusées. Pendant 2 semaines, l'atterrisseur a collecté des données, principalement axées sur l'analyse du sol lunaire et de son atmosphère extrêmement ténue. Pendant ce temps, le rover solaire Pragyan a commencé sa quête d'eau gelée sur la Lune. Quant à l'atterrisseur, il a réalisé un nouvel exploit le 3 septembre. L'engin spatial a allumé ses moteurs et s'est élevé d'environ 41 cm dans les airs. Il a ensuite fait un petit saut pour atterrir à une quarantaine de centimètres de sa position initiale. Il s'agit vraiment d'une prouesse. Il est essentiel pour les futures missions de pouvoir relancer un atterrisseur à la surface de la Lune. Cela montre qu'il sera possible de renvoyer sur Terre, et en toute sécurité, des échantillons de sol et des astronautes après une mission lunaire. En septembre, la sonde indienne a été mise en veille. La nuit lunaire de 14 jours approchait, et la sonde n'était pas conçue pour collecter des données scientifiques durant cette période. À ce jour, plusieurs résultats majeurs de la mission nous ont été communiqués. L'un d'entre eux concerne la mesure de la température de la couche supérieure de la Lune à différentes profondeurs. Curieusement, la surface du satellite dans cette région s'est révélée plus chaude que prévu. On pensait que la température pouvait se situer entre 20 et 30 degrés Celsius à la surface. Or, elle avoisinait les 70 degrés. Une vraie surprise. L'autre découverte concerne la présence de plusieurs éléments chimiques, dont l'oxygène. Par ailleurs, les données reçues confirment la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de titane, de silicium et d'autres éléments chimiques sur la surface lunaire près du pôle sud.
Le rover a également utilisé des instruments spéciaux conçus pour mesurer les tremblements et les grondements souterrains afin de déterminer l'activité sismique. Et cela nous ramène au soufre détecté grâce au spectroscope du rover. Les scientifiques cherchent actuellement à savoir si cet élément s'est formé à la surface de manière naturelle ou s'il est le résultat d'une activité volcanique ou d'une collision avec un météore. Une autre trouvaille étonnante sur la Lune, une pierre. Il s'agit peut-être de la plus ancienne roche terrestre jamais découverte. Cet éclat de 2 cm de large trouvé au milieu d'une grande quantité de roches ramenées sur notre planète par les astronautes de la mission Apollo pourrait s'avérer être un fragment de la Terre vieux de 4 milliards d'années. Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre les chocs violents que la Terre a subis à l'aube de sa vie. Voici ce que les scientifiques supputent. Peu après la formation de cette roche, un impact d'astéroïde l'aurait projeté hors de la Terre. À l'époque, notre satellite était 3 fois plus proche de notre planète qu'il ne l'est aujourd'hui. La collision aurait été si puissante que ce caillou aurait atterri sur la Lune. Plus tard, ce fragment aurait été englouti dans une brèche lunaire, une sorte de roche hétérogène. Finalement, la roche a été ramenée sur Terre par les astronautes d'Apollo 14. Nous avions déjà trouvé des météorites provenant de Mars et de la Lune, mais c'était la première fois qu'une roche provenant de la Lune s'avérait être une météorite terrestre. Les scientifiques ont également découvert que la roche s'était formée dans un environnement riche en eau, à une température et une pression correspondant à celle qui règne à environ 19 km sous la surface de notre planète. En 2019, la mission chinoise Chang'e 4 est entrée dans l'histoire en se posant sur la face cachée de la Lune. Le rover de cette mission a permis aux chercheurs de visualiser les structures enfouies sous la surface du satellite, révélant des milliards d'années d'histoire lunaire. Le rover Yutu-2 a fait cette découverte grâce à son radar à pénétration lunaire. Il a obtenu des images en profondeur et réalisé une échographie des structures cachées sous la surface de la Lune. Il s'est avéré que ces structures se trouvaient à une profondeur de près de 300 mètres. Les recherches suggèrent que les 40 premiers mètres sous la surface sont constitués de couches de poussière, de terre et de roches. Les instruments utilisés ont également découvert un cratère caché qui a dû se former après qu'un objet de grande taille a percuté la surface de la Lune. Il y a très longtemps, de la lave s'écoulait probablement dans ces profondeurs. Selon les chercheurs, les roches brisées autour de cette formation seraient des débris produits par l'impact. Ils ont aussi constaté que plus les couches de roches volcaniques étaient proches de la surface, plus elles étaient minces. Une telle variation dans l'épaisseur des coulées indiquerait une diminution du nombre et de l'ampleur des éruptions au fil du temps. Ainsi, l'activité volcanique aurait progressivement diminué depuis la formation de la Lune il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sur la face cachée de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Hélas, depuis la Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagnes. Il s'agit d'une énorme cavité de 13 km de profondeur, qui s'étend sur plus de 2500 km de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont certains que ce cratère est apparu lors de la collision d'un astéroïde avec la Lune, il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant, regardez ce gigantesque morceau de métal. Il fait 4 fois la taille du Connecticut. Quant à son poids, exprimé en livres, il est suffisant de savoir qu'il comporte 18 zéros. Cette masse mystérieuse est cachée à environ 290 km sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin pôle Sud-Aitken. Elle a été découverte lors de la collecte de données effectuée par la mission GRAIL, ou Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA. En examinant ces informations, les scientifiques ont remarqué qu'à un endroit de la surface de la Lune, il y avait un étrange changement de gravité. Après avoir étudié ce phénomène, ils ont conclu que quelque chose de mystérieux devait peser sur le fond du bassin. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé l'origine de ce bloc étrange. Mais il existe plusieurs théories. Selon l'une d'entre elles, il s'agirait d'un morceau d'oxyde dense, apparu lorsque la Lune commençait à se former. À cette époque,
Le satellite était encore recouvert d'océans de magma, et le morceau pourrait s'être formé au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie. Cette masse étrange serait en réalité un morceau de l'astéroïde géant qui a jadis créé le bassin pôle Sud-Aitken. Cette masse étant métallique, il s'agit probablement du noyau de fer et de nickel de l'astéroïde. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont reçu des données topographiques et ont découvert une grotte immense sous la surface de notre satellite. Il pourrait s'agir du résultat d'une activité volcanique intense datant de plus de 3 milliards d'années. Les coulées de lave ont durci, créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. De nombreux petits puits découverts par la NASA à la surface de la Lune semblent être les ouvertures de ces tunnels de lave. Si cette théorie est confirmée, ces tunnels souterrains pourraient non seulement être très pratiques pour les futures missions spatiales habitées, mais aussi constituer des réserves d'eau d'une importance vitale pour les astronautes. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux, et peut-être même d'y rester ? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps ? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ces projets. Considère ceci. La moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite.
Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion, un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers-retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire.
Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de 2 planètes jumelles? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile, suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite.
Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre.
Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction. L'équipage spatial se prépare au lancement depuis plus de 3 ans. Les préparatifs en vue de l'atterrissage sur l'étrange corps céleste comprenaient la collecte et l'étude d'échantillons de roches dans le Grand Canyon, l'exploration d'anciennes formations volcaniques sur le site de sécurité nationale du Nevada et l'examen de cheminées de gaz et de magma, de lacs de lave et de cratères à divers endroits de l'archipel d'Hawaï. Pour pouvoir résister aux conditions de microgravité, ils ont appris à marcher en oblique en étant attachés et suspendus latéralement et en essayant de se déplacer le long des murs. Ils ont dû éprouver leurs limites en suivant un régime alimentaire et de sommeil intensif pour s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans l'espace. Il leur a fallu 3 jours, 3 heures et 49 minutes pour atteindre la surface de ce nouveau monde sur un site appelé la mer de la Tranquillité. Ils auraient pu opter pour l'océan des tempêtes ou la baie centrale, mais ils ont choisi cet endroit pour atterrir parce qu'il offrait une bonne visibilité et qu'il était relativement lisse et facilement atteignable avec le moins de propergol possible. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées en arrivant sur place, c'est que l'endroit sentait plutôt mauvais. Tout cela peut ressembler au début d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'histoire vraie de la façon dont la mission Apollo 11 a atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Depuis lors, la Lune a accueilli 12 visiteurs humains jusqu'à aujourd'hui. Nous la considérons comme notre voisine de l'espace, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce mystérieux objet céleste. Et cela ne devrait pas être une surprise, puisque la Lune nous montre en fait toujours le même visage. C'est parce que la Terre et son seul satellite naturel permanent sont en rotation synchrone, ce qui nous fait croire qu'elle reste toujours immobile. En réalité, elle n'est pas dans une position fixe et elle s'éloigne progressivement de la Terre de 4 cm par an. Crois-le ou non, la Terre et la Lune, bien que séparées de 384 000 km, influent beaucoup l'une sur l'autre. Si la Lune est en partie responsable des marées à la surface de notre planète, c'est en fait notre Terre qui est responsable des mouvements de la Lune. On les appelle les tremblements de Lune et ils durent bien plus longtemps que les tremblements de Terre, certains pouvant atteindre une demi-heure. La Lune peut nous sembler parfaitement ronde par une chaude nuit d'été, mais elle est en réalité ovale. Cette forme de citron est due à la force gravitationnelle de la Terre. Notre Lune présente davantage que des empreintes de pas lorsqu'il s'agit de traces humaines. En 1969, les astronautes américains ont laissé de nombreux objets à la surface de notre satellite, comme 2 balles de golf, un dessin du célèbre artiste Andy Warhol et un message de la reine Elisabeth II. L'une des dernières personnes à avoir marché sur la Lune à ce jour, un astronaute nommé Eugene Cernan, a griffonné les initiales de sa fille sur la surface en 1972. Comme il semble qu'il n'y ait pas de vent ou tout autre type de météo là-bas, les lettres TDC pourraient y rester à tout jamais. Il est possible d'être allergique à la Lune. Harrison Jack Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17, a passé quelque temps dans une vallée de la mer de la Sérénité, puis est remonté dans le module lunaire de l'équipage, mais il y avait de la poussière de Lune sur lui. Au moment où il a retiré sa combinaison spatiale, il a eu les yeux rouges, des crises d'éternuement et d'autres réactions allergiques qui ont duré 2 heures. Comme elle est si proche de nous, nous avons établi que la Lune avait un fuseau horaire qui lui est propre. Nous l'appelons l'heure standard lunaire, mais elle ne correspond pas à l'heure sur Terre. Pour obtenir un équivalent, le calcul est un peu complexe, mais en termes simples, une année sur la Lune est divisée en 12 jours, chacun étant à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Chacun de ces jours a reçu le nom d'un astronaute différent qui a marché sur la Lune. La date de début de ce calendrier coïncide avec le moment où Neil Armstrong a marché sur la Lune. Ainsi, l'année lunaire 1, jour 1, a commencé le 21 juillet 1969 à 2h56 et 15 secondes en temps universel. Comme la Lune a une atmosphère très fine, elle a des températures assez extrêmes, aussi bien chaudes que froides. Elles peuvent aller jusqu'à 93 degrés Celsius, mais près des pôles, elles avoisinent plutôt les moins 240 degrés Celsius.
D'aussi loin que l'on se souvienne, les humains ont essayé de retracer le lien entre notre satellite naturel et la Terre, émettant des hypothèses pour expliquer pourquoi l'existence de la Lune nous affecte autant. Au Moyen-Âge, les scientifiques et les philosophes pensaient que pendant une pleine lune, certaines personnes étaient plus susceptibles de souffrir de différents problèmes de santé. Parce qu'ils voyaient ce lien inexplicable avec la pleine lune, les personnes présentant ces symptômes étaient qualifiées de lunatiques, ou parfois encore plus littéralement, de malades de la lune. Les humains ne sont pas les seules créatures vivant sur Terre qui soient affectées par les cycles lunaires. Les propriétaires de chiens sont 28% plus susceptibles d'emmener leur animal aux urgences vétérinaires pendant une pleine lune. Tu penses peut-être que c'est la raison pour laquelle les loups ont cette préférence pour hurler à la pleine lune, surtout dans la culture populaire. Mais les scientifiques n'ont pas pu prouver de lien entre le comportement des loups et les cycles lunaires, alors c'est peut-être tout simplement un mythe. Le plus grand cratère connu de notre système solaire se trouve aussi sur notre Lune et s'appelle le bassin pôle sud Aitken. Cette formation géante est située sur la face cachée de la Lune et mesure 2500 km de diamètre. L'un des nombreux éléments que nous n'avons pas encore totalement compris à propos de notre satellite, ce sont les éclairs de lumière inhabituels que l'on peut parfois voir à sa surface. Les scientifiques ont nommé ces éclairs phénomènes lunaires transitoires ou PLT en abrégé, et ils ont été observés dans le monde entier depuis des siècles. L'un des premiers exemples de PLT remonte à 1178, lorsque des moines de Canterbury ont affirmé avoir vu une torche enflammée à la surface de la Lune après le coucher du soleil. Les PLT ne sont pas simplement des éclairs lumineux. Les rapports détaillent également d'autres événements inhabituels comme des brumes semblables à du gaz, des colorations rougeâtres, vertes, bleues ou violettes, ou même l'assombrissement de certains endroits sur la Lune. Est-ce que quelque chose d'étrange se passe avec notre satellite ? Est-ce le début ou avons-nous seulement commencé à les remarquer avec les nouveaux équipements d'études de l'espace que nous avons aujourd'hui ? Les scientifiques ont élaboré de nombreuses théories différentes pour essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de ces événements. Ces éclairs inhabituels sur la Lune pourraient être causés par n'importe quoi, des impacts météoriques à l'activité électrostatique. Il est difficile de trouver l'explication de chaque événement, car la plupart de ces épisodes ne sont attestés que par un seul observateur sur Terre ou depuis un seul endroit. Le fait qu'il y ait une activité sismique notable sur la Lune peut aussi expliquer pourquoi nous pouvons parfois voir des éclairs de lumière inhabituels à la surface de notre satellite. Lorsque la surface de la Lune bouge, cela peut provoquer l'éruption de différents gaz réfléchissant la lumière, ce qui peut expliquer ces développements lumineux. Certains scientifiques ont même suggéré qu'une activité géologique résiduelle pourrait également en être la cause. C'est d'autant plus surprenant que nous avons toujours considéré la Lune comme un monde sans vie. As-tu déjà remarqué que notre Lune peut changer de couleur ? Il existe en fait de nombreuses explications scientifiques à cela. La Lune semble être d'un gris teinté de brun lorsqu'on la regarde depuis l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'on la regarde depuis la surface de la Terre, la Lune semble changer de couleur en fonction de divers phénomènes. La Lune vue près de l'horizon sera très probablement jaune ou teintée de rouge. Une lune de couleur bleue, plus rare, indique que l'on regarde notre satellite à travers une atmosphère transportant de grandes particules de poussière. La Lune peut même apparaître violette à certains moments, mais la cause de cette teinte spécifique est encore sujette à débat. Le fait que nous ne sachions pas exactement quelle quantité d'eau il y a à la surface de la Lune n'est pas la principale raison pour laquelle nous ne nous installons pas déjà là-haut. Il semble que les radiations soient les principales responsables. Des études récentes ont montré que la surface de la Lune avait un taux de radiation 5 à 10 fois plus élevé que celui que tu subis lors d'un vol transatlantique. Cela signifie qu'il est 200 fois plus élevé que le taux à la surface de la Terre. Lors de futures explorations lunaires, comme le projet Artemis par exemple, les scientifiques doivent prendre cela en considération pour ne pas exposer les astronautes. Nommé d'après la déesse Artemis, sœur d'Apollon, ce programme vise non seulement à placer des astronautes sur la surface lunaire à l'avenir, mais aussi à y construire une sorte de colonie pour étudier la Lune dans des conditions sûres. Alors que le projet a débuté en 2017, la première mission prévue doit être lancée à l'été 2022, avec une durée estimée de 25 jours. L'engin spatial sans équipage devrait atteindre l'orbite lunaire et revenir en toute sécurité avec suffisamment de données pour la prochaine mission comportant 4 astronautes prévue en mai 2024. Artemis 3, 4 et 5 devraient être lancés respectivement en 2025, 2026 et 2027
chacun ayant une durée prévue d'environ 30 jours. Mette tes lunettes de soleil car Mercure est un point chaud. Depuis la surface de cette planète, le soleil semble 3 fois plus grand que depuis la Terre et la lumière y est 11 fois plus brillante. Mercure tourne peut-être moins vite que la Terre, mais elle sait quand même s'amuser. Sur cette planète, une journée dure 59 jours terrestres, mais ne t'inquiète pas, car une année sur Mercure ne dure que 88 jours après tout. Donc, si tu as toujours rêvé de devenir centenaire, contente-toi de diviser ton âge par 0,25 ou multiplie-le simplement par 4. Tu obtiendras ainsi ton âge mercurien approximatif. C'est simple comme bonjour. N'oublions pas non plus l'orbite bizarre de Mercure. Pour 2 révolutions autour du Soleil, elle effectue 2 tours sur elle-même. Cela signifie que chaque hémisphère bénéficie d'une année complète de lumière du jour, suivie d'une longue nuit. Les fuseaux horaires seraient un incroyable micmac sur cette planète. C'est pourquoi nous nous en tiendrons à l'heure de Paris. Son de reniflement. Burke, quelqu'un a-t-il oublié de sortir les poubelles? Pourquoi ça sent l'œuf pourri ici? Ah, désolé, c'est parce que nous nous trouvons maintenant sur Vénus et ces nuages fétides ne sentent vraiment pas la rose. Le jour d'une planète correspond essentiellement au temps qu'il lui faut pour effectuer un tour complet sur son axe. Vénus prend clairement son temps pour le faire, bien plus lentement que la Terre, à vrai dire. Ainsi, un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres, soit près de 6000 heures. C'est là que les choses se compliquent. Comme le jour de Vénus est extrêmement long, nous utilisons en fait le jour terrestre comme norme pour mesurer le temps sur la planète. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul fuseau horaire pour toute la planète. C'est pratique, non? L'année vénusienne est d'environ 225 jours. Ainsi, si tu fêtais le Nouvel An sur Terre en l'an 2000, il s'agirait de l'année 3251 de Vénus. Pour mesurer le temps sur Vénus, nous pouvons nous rapporter à l'année locale, composée de 225 jours terrestres. Mais tous les 3 ans environ, se trouve une année supplémentaire plus brève, composée de seulement 224 jours. Les années bissextiles existent aussi sur Terre, mais elles fonctionnent dans l'autre sens. Nous voici arrivés sur la planète Terre. Wouhou! Combien de fuseaux horaires avons-nous sur cette grosse boule bleue? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Il y en a 24. Et savais-tu qu'il est tout à fait permis de jouer avec ces fuseaux? En effet, dans environ 80 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, existe ce qu'on appelle l'heure d'été. Il s'agit d'avancer les horloges d'une heure pendant l'été afin de pouvoir profiter de ce doux soleil. Mais attention, chaque pays a ses propres règles concernant l'heure d'été. Alors assure-toi de ne pas faire la grasse matinée le jour même où tu étais censé travailler 1 heure plus tôt. Certaines régions ont même des fuseaux horaires qui diffèrent de la norme universelle d'une demi-heure ou d'un seul quart d'heure. Peux-tu imaginer que la Lune dispose de son propre fuseau horaire? L'Agence spatiale européenne a annoncé lundi qu'il était temps que la Lune ait son propre fuseau horaire synchronisé. Alors que de plus en plus de pays et d'entreprises privées prévoient des missions vers notre proche satellite, il est important que nous nous entendions en matière de maîtrise du temps. À l'heure actuelle, chaque mission emporte avec elle le temps universel coordonné de la Terre, ce qui ne pose pas de problème lorsqu'il n'y a que quelques missions à la fois. Mais avec des dizaines de missions lunaires prévues au cours des prochaines années, les choses vont devenir délicates. Nous avons besoin d'un système pour nous assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Autrement, nous nous retrouverons avec différents engins spatiaux désynchronisés les uns des autres. Et personne ne veut d'un tel chaos dans l'espace. La précision de l'heure est essentielle, autant pour la communication que la navigation. Il faut donc trouver un moyen de s'assurer que chacun soit en mesure de s'accorder avec les autres. L'Agence spatiale européenne n'a pas encore déterminé la forme exacte que prendrait ce nouveau fuseau horaire lunaire, mais elle y travaille. Devrait-il y avoir une seule organisation responsable du maintien de l'heure lunaire? Ou devrions-nous laisser la Lune fixer son propre horaire? Et qu'en est-il de ces fuseaux horaires plus granulaires, basés sur la position du Soleil? Autant de questions importantes auxquelles il conviendra de répondre. Pour ce qui est d'une journée sur Mars, elle ne diffère pas beaucoup d'une journée sur Terre. On parle là de 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Une année martienne correspond à une année terrestre, 8, ce qui signifie que l'année terrestre 2000 s'est produite en l'an martien 1063. J'allais oublier de mentionner que l'année martienne compte 668 jours locaux. Nous avons réglé la question du calendrier martien, mais Mars aura besoin de ses propres fuseaux horaires. En raison de son orbite allongée, la différence entre les heures d'été et d'hiver sera importante.
L'heure d'été sera un impératif sur Mars. Un an sur Jupiter dure presque 12 années terrestres. Oui, c'est l'équivalent d'une vie entière pour un chien. Mais nulle inquiétude. Jupiter comporte 12 saisons différentes, histoire de ne pas s'ennuyer, chacune d'entre elles étant presque aussi longue qu'une année terrestre. Sauf que sur Jupiter, une journée ne dure que 9 heures et 55 minutes. De plus, comme celle-ci n'a pas de surface solide, les nuages se déplacent à des vitesses différentes, de sorte que 2 stations atmosphériques flottant librement pourraient se retrouver à 2 jours différents. Si nous vivions sur Jupiter, nous aurions bien besoin d'une application permettant de suivre toutes ces choses. Quoi qu'il en soit, si nous terraformons un jour la région de Jupiter, la majeure partie de sa population continuera à vivre sur ces nombreuses lunes, car l'atmosphère de la planète est tout simplement ingérable. De plus, les périodes de révolution des lunes sont synchronisées entre elles. Nous pourrions donc utiliser le même système de décompte des jours pour toutes les lunes. Sur Io, nous pouvons avoir 2 jours joviens standards en un seul jour terrestre. Comment convertir tout cela? Eh bien, nous pourrions avoir 1 minute de 53 secondes et 1 heure de 103 minutes. On peut aussi s'en tenir aux minutes et aux heures terrestres et avoir une journée de 21 heures et 13 minutes. Quel âge as-tu? J'ai 200 jours et toi? Cela nous semblerait bien étrange à nous habitants de la Terre, mais les gars sur Saturne décompteraient leur âge en jours. Une année sur Saturne, c'est très long. Plus de 29 années terrestres. Les enfants n'auraient droit qu'à une fraction d'année, tandis que les plus âgés excéderaient rarement 3 ans. Ainsi, pour garder une trace du temps sur Saturne, nous pourrions diviser une année saturnienne en 29 ou 30 saisons. Fait amusant, Saturne n'a même pas de surface solide non plus. Il n'y a que des nuages en rotation qui tournent à des vitesses différentes. Mais nous pourrions tout de même y installer des ballons de recherche ou d'extraction d'hélium capables d'y flotter. Une année uranienne dure 84 années terrestres. Pour faciliter les choses, nous nous en tiendrons donc aux années terrestres pour nos calculs, et les années uraniennes, naturelles, pourront être utilisées pour des occasions spéciales, comme le fait d'atteindre l'âge canonique d'une seule année uranienne. Comme Uranus n'a pas de surface solide, la période de rotation est très variable. Seules les missions scientifiques et les sociétés d'extraction d'hélium sont assez audacieuses pour s'aventurer dans cette atmosphère. De plus, chaque lune a son propre système de calendrier. Plutôt déroutant. La plupart des gens ne fêteront jamais une année neptunienne cependant. 1 an sur Neptune, c'est vraiment beaucoup trop long pour que nous autres, humains, restions dans les parages. Mais ne t'en fais pas. Nous déballerons quand même les confettis et les cotillons pour les grandes occasions, comme lorsque cela fera 2 ans que le premier vaisseau spatial aura atteint Neptune. Le reste du temps, nous utiliserons les années terrestres pour tous nos besoins propres. Pluton met 240 années terrestres pour tourner autour du Soleil, ce qui est beaucoup trop long pour faire office d'année civile dans notre vie quotidienne. Un jour sur Pluton équivaut presque à 1 semaine sur Terre. Pour garder une trace du temps, nous allons donc diviser cette durée en 6 jours plutoniens standards, 3 de lumière et 3 de pénombre. Cela signifie qu'un jour standard sur Pluton durera un peu plus qu'un jour terrestre. L'axe de Pluton étant très incliné, il serait inutile d'utiliser des fuseaux horaires. Nous utiliserons donc un seul fuseau pour l'ensemble du système. C'est très simple quand on y pense. Quant à l'année plutonienne standard, elle sera presque la même que l'année terrestre, environ 343 jours. Mais une fois tous les 10 ans, nous ajouterons un jour supplémentaire, juste pour le plaisir. C'est tout pour l'instant. À bientôt sur Pluton. La NASA a des projets incroyables pour la Lune. À commencer par son prochain programme lunaire ambitieux, Artemis II par exemple. L'objectif est de faire atterrir des astronautes, dont la première femme et le premier homme de couleur, sur la Lune d'ici 2024. Artemis vise à établir une présence durable sur la Lune. Il prévoit d'établir une passerelle lunaire, une sorte de station spatiale en orbite autour de la Lune, qui servira de point d'ancrage pour les prochains alunissages. Et n'oublions pas les atterrisseurs lunaires. Les scientifiques développent actuellement la puissante fusée du système de lancement spatial, qui propulsera le vaisseau Orion, transportant à son bord des astronautes vers la Lune. Et puis, il y a le système d'alunissage humain, ou HLS, un atterrisseur lunaire de pointe qui se posera délicatement sur la surface de la Lune, permettant aux astronautes de l'explorer et d'y mener des expériences scientifiques étonnantes. Cette fois-ci, la NASA ne fait pas cavalier seul.
Elle s'associe à des partenaires internationaux, comme l'Agence spatiale européenne, pour faire de ce rêve lunaire une réalité. Mais tous ces rêves merveilleux pourraient être gâchés par quelque chose qui semble tout petit et insignifiant à première vue. Imagine plutôt pas d'atmosphère, pas d'air à respirer, et soudain une brume mystérieuse et des rayons lumineux apparaissent au lever et au coucher du soleil. C'est comme si la Lune nous donnait un spectacle céleste. Mais il y a un revers à cette médaille. Au cours de la mission Apollo 17 en 1912, ce spectacle magnifique n'a cessé de faire éternuer l'un des astronautes de la NASA, Harrison Schmitt, et de lui faire pleurer les yeux. Il a appelé cela le rhume des foins lunaires. Cette fièvre mystérieuse a frappé les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune. Des crises d'éternuement au nez bouché, ces astronautes ont ressenti des symptômes semblables à ceux d'un rhume terrestre. Il aura fallu plusieurs jours pour que les réactions s'estompent. Cet événement a conduit à une découverte sur la poussière lunaire et sa face cachée. Lorsque les scientifiques ont découvert l'existence de pareils rayons, ils ont retroussé leurs manches et se sont penchés sur leur origine. Et voici ce qu'ils ont découvert. Ces bandes lumineuses rayonnantes étaient en fait causées par la lumière du soleil qui se faufilait à travers des couches de poussière lunaire minuscules. Cette poussière, composée d'infimes particules et d'éclats de verre tranchants, était omniprésente. Et il s'est avéré que cette poussière lunaire était des plus sournoises. Elle a entraîné toute une série de problèmes. Les astronautes qui se sont retrouvés avec une vision trouble n'étaient encore qu'un début. Ce fauteur de troubles est allé encore plus loin, en endommageant de précieux équipements et en provoquant des dysfonctionnements électroniques. Il est même allé jusqu'à corroder des composants, dégageant une odeur de poudre à canon à l'intérieur du module spatial. La poussière s'accroche à tout, recouvrant les surfaces telle une couverture malicieuse. Elle peut obstruer les équipements, pénétrer dans des machines délicates et même abîmer les combinaisons spatiales des astronautes. En 1972, les choses se sont à nouveau gâtées. Les astronautes d'Apollo 17 ont vécu un véritable cauchemar. Après seulement 22 heures de balade sur la surface lunaire, leurs combinaisons spatiales ont subi des dommages irréparables. Oui, tu as bien entendu. Irréparables. La poussière a réduit la mobilité des astronautes, ce qui les a empêchés de se déplacer et d'effectuer leur petit bond sur la Lune avec grâce. Et quels que soient les efforts déployés pour la nettoyer, elle demeurait accrochée, laissant les combinaisons spatiales dans un piteux état. Comme tu peux le constater, cela pose de sérieux problèmes pour les futures missions lunaires. Mais nos intrépides scientifiques ne baissent pas les bras. Pour résoudre ce problème, ils doivent comprendre comment se forme la poussière lunaire et pourquoi elle est si collante. Ils ont découvert que tout commençait par les impacts des météorites. Lorsque ces roches spatiales s'écrasent sur la Lune, elles génèrent une fine poussière qui emplit l'air. Parfois, ces impacts provoquent même la fonte de certains minéraux, formant des éclats de verre tranchants qui se mêlent à la poussière. C'est une véritable métamorphose lunaire. La poussière est également saturée de silicate, un matériau que l'on trouve couramment sur les planètes volcaniques. L'inhalation de silicate peut provoquer de graves problèmes pulmonaires chez les mineurs terriens. Alors tu peux aisément imaginer les problèmes qu'elle peut causer sur la Lune. Une étude récente a révélé qu'une seule poignée de répliques de poussière lunaire était suffisamment nocive pour détruire jusqu'à 90% des poumons et des cellules cérébrales qui y étaient exposées. Mais il y a pire. La faible gravité sur la Lune permet à ces minuscules particules de flotter beaucoup plus longtemps et de pénétrer plus profondément dans les poumons. Imagine que tu respires pendant des mois des particules 50 fois plus fines qu'un cheveu humain. C'est la porte ouverte à tous les maux. Et vois-tu, sur la surface de la Lune, les choses sont un peu différentes d'ici. Il n'y a pas de tempête, de pluie ou de fortes rafales de vent pour souffler cette poussière. Il n'y a pas non plus d'atmosphère pour protéger la surface. Ainsi, en l'absence des forces naturelles d'érosion par le vent et l'eau que l'on observe sur Terre, ces particules sèches restent en place de manière persistante. Et, pour rendre les choses encore plus compliquées, la Lune est constamment soumise aux radiations du Soleil. Cette exposition confère à la poussière une charge électrique. Les vents solaires créent des particules chargées positivement et négativement. Ces particules bourdonnent, se repoussent les unes les autres et donnent naissance à ces bandes lumineuses rayonnantes dont les astronautes d'Apollo 8 ont été témoins. C'est comme une soirée disco sur la Lune. L'Agence spatiale européenne a réuni une équipe d'experts pour étudier la poussière lunaire. Ils travaillent avec de la poussière lunaire simulée, extraite d'une région volcanique en Allemagne, afin de comprendre son comportement et ses effets. Les ingénieurs doivent également trouver un moyen de protéger les futurs astronautes et leur équipement.
Ceux de la NASA veulent créer des combinaisons spatiales capables de survivre non pas à 1 ni à 10, mais à une centaine de sorties extravéhiculaires sur la surface lunaire. Cela reviendrait à passer 800 heures à explorer notre satellite. En outre, la NASA a lancé le Breakthrough, Innovative and Game Changing Idea Challenge en 2021. Il était ouvert aux étudiants universitaires les plus brillants du monde entier. 16 jeunes esprits se sont mis à plancher et ont généré une vague de solutions innovantes. Ils ont par exemple proposé d'utiliser des fibres spéciales conductrices d'électricité, inspirées des poils duveteux des chinchillas. Tout comme les chinchillas parviennent à rester à l'abri de la poussière, ces fibres permettraient de tenir la poussière lunaire à distance. Un compagnon à fourrure qui donne un coup de main aux astronautes, n'est-ce pas adorable ? Une autre idée brillante concerne une brosse chargée électriquement et activée par les rayons UV. Un peu comme une baguette magique qui éliminerait la poussière d'un simple revers. Abracadabra, la poussière lunaire disparaît. N'oublions pas non plus les tissus inspirés d'insectes adaptés. Ces insectes possèdent une structure qui recueille en maïs le pollen et repousse les poussières indésirables. Nos ingénieux étudiants se sont donc dit, pourquoi ne pas imiter cela ? Ils ont conçu un tissu aux propriétés similaires, créant ainsi un bouclier contre les particules lunaires sournoises. Ce qui est remarquable dans ces idées, c'est qu'elles utilisent tout le pouvoir de la charge électrique pour lutter contre la poussière. Elles la repoussent astucieusement des combinaisons spatiales, les gardant propres et indemnes. Même si toutes ces trouvailles semblent excellentes, les scientifiques de la NASA ont mis au point une autre solution, encore meilleure, les nanotubes de carbone. C'est une excellente façon de révolutionner le tissu des combinaisons spatiales. Qu'est-ce qui rend ces nanotubes de carbone si spéciaux ? Ils possèdent des super-pouvoirs étonnants. Tout d'abord, ils sont supraconducteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent conduire l'électricité comme pas deux. C'est comme si un éclair se retrouvait emprisonné dans un tube microscopique. De plus, ces nanotubes de carbone sont plus résistants que les météorites les plus coriaces. Ils ont la capacité de résister à l'hostilité de l'environnement lunaire, où même un grain de poussière peut causer des problèmes. Imagine une combinaison fabriquée dans un matériau plus résistant que la cape de Superman. Les scientifiques de la NASA ont donc décidé d'intégrer ces extraordinaires nanotubes de carbone dans le tissu de la combinaison spatiale. Des électrodes ont été soigneusement intégrées dans la couche extérieure du tissu, ce qui en fait un atout non négligeable. Mais comment se débarrasser de la poussière lunaire ? C'est là que la science électrisante revient à la charge. Lorsqu'elles sont activées par un courant alternatif spécial, ces électrodes créent de puissants champs électriques. Ceux-ci fonctionnent comme des aimants, repoussant les particules de poussière chargées et non chargées loin de la combinaison spatiale. Imagine une sorte de soirée dansante, où les particules de poussière seraient les invités indésirables et où les champs électriques sont les videurs, qui les escortent rapidement vers la sortie. Grâce à cette technologie, la poussière lunaire n'aurait aucune chance contre nos astronautes. Le bon côté des choses, c'est que le sol lunaire peut être utilisé pour fabriquer des briques pour les abris. Il peut également permettre d'en extraire l'oxygène nécessaire aux astronautes pour survivre sur la Lune pendant de longues périodes. Lorsque la vie te procure des citrons, fais de la limonade, pas vrai ? Encourageons donc l'équipe de rêve de la NASA qui se lance dans cette quête lunaire épique. Espérons qu'ils parviendront à leur fin et que la prochaine mission lunaire ne posera pas de problème majeur. Restez donc à l'écoute. Ah, des vacances bien méritées enfin. Cette fois, tu vas voir quelque chose de nouveau. Un océan sur l'une des lunes d'Uranus. Bon, je plaisante. Cette destination n'est pas encore prête pour les vacances. Mais il y a quand même des océans impressionnants là-bas. Ne me dis pas que tu pensais que les océans n'existent que sur Terre. Avant de plonger dans les océans des lunes d'Uranus, parlons d'abord d'Uranus elle-même. La 7e planète à partir du Soleil, est le caillou le plus cool du système solaire. Elle possède 27 lunes, et 4 d'entre elles pourraient théoriquement abriter des océans. C'est quand même pas mal, tu ne trouves pas ? Et toutes ces lunes sont comme des mini-copies d'Uranus. Elles s'inclinent selon le même angle que leur planète mère, à 98 degrés pour être exact. Et Uranus est unique. Elle tourne autour du Soleil penchée sur le côté. Son équateur est donc presque à angle droit par rapport à son orbite. Quelle rebelle! Mais pourquoi Uranus est-elle ainsi? Certains astronomes pensent qu'elle s'est fait renverser lors d'une collision avec une autre planète. Et cet impact pourrait bien avoir créé toutes ces lunes. Un détail amusant, ces satellites ont des noms assez particuliers. Au lieu de personnages mythiques, la plupart portent des noms issus de l'œuvre de Shakespeare. Qui a besoin de Zeus quand on a Juliette et Dédémone? Découvrir ces lunes n'est pas chose facile.
Elles sont très sombres et situées à des milliards de kilomètres du Soleil. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'ici, l'aiguille est vraiment minuscule. Ces 27 lunes se répartissent en 3 groupes. 13 lunes intérieures, 5 majeures et 9 irrégulières. Les irrégulières sont des rebelles aux orbites rétrogrades, tandis que les autres sont progrades et suivent le mouvement d'Uranus. Les grandes lunes sont Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Elles se trouvent toutes sur le plan équatorial d'Uranus et sont assez grosses pour être rondes. Elles ont des cratères, des canyons et des falaises. Elles se sont formées à la suite d'un impact gigantesque qui a fait basculer Uranus sur son axe. C'est pourquoi elles sont toutes inclinées. Et à cause de cette inclinaison, elles ont des saisons complètement folles, tout comme Uranus. Nous n'avons pas encore trouvé toutes les lunes de cette planète. Les petites lunes irrégulières sont rusées et difficiles à détecter. Peut-être y en a-t-il beaucoup d'autres. Mais voilà, ce qui est vraiment génial, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de quoi sont faites ces lunes, mais nous pensons qu'il pourrait s'agir de roches et de glace. Miranda est la plus glacée, tandis que les lunes intérieures sont probablement poussiéreuses. Et celles qui se trouvent au-delà de l'orbite d'Oberon, ce sont sans doute des astéroïdes soit rocheux, soit glacés, soit autre chose. Mais ce qui distingue vraiment les lunes d'Uranus, c'est qu'elles sont toutes inclinées comme la planète. C'est fou! Leur exploration pourrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont les mondes océaniques se forment et restent actifs. Titania est la plus grosse lune d'Uranus, mais elle fait moins de la moitié de notre lune à nous, avec un diamètre d'environ 1600 km. C'est aussi la 8e lune la plus lourde de tout le système solaire. Elle a été baptisée en l'honneur de la reine des fées du songe d'une nuit d'été. Titania est grise et présente des taches brillantes que les scientifiques pensent être du givre. Elle est composée d'un mélange de glace et de roche, comme toutes les autres lunes proches d'Uranus. Oberon est la 2e plus grande lune d'Uranus, nommée d'après le roi des fées dans la pièce de Shakespeare. Elle fait presque la même taille que Titania, et est également composée de glace et de roche. Mais la surface d'Oberon est beaucoup plus cratérisée que celle des autres satellites. Umbriel et Ariel sont les 3e et 4e plus grandes lunes d'Uranus, avec des diamètres respectifs de 1168 et 1156 km. Umbriel porte le nom d'un mauvais esprit, et c'est la plus sombre des grandes lunes d'Uranus. Elle ne reflète que 16% de la lumière qui la touche. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi elle est si sombre, mais ils pensent que l'anneau brillant qui borde son cratère pourrait être dû à des dépôts de givre. Ariel est la plus lumineuse des grandes lunes d'Uranus. Elle réfléchit plus d'un tiers de la lumière du Soleil. Elle doit son nom à un personnage d'un poème de Pope et d'une pièce de Shakespeare. Ariel a l'air d'être la plus jeune des lunes, car elle ne présente que quelques petits cratères dus à des collisions récentes. Miranda est la plus petite de toutes ces grandes lunes, avec un diamètre d'environ 470 km. La NASA affirme qu'elle serait composée de morceaux provenant de différents corps, comme un monstre de Frankenstein. Elle présente 3 grandes coronets, ou couronnes, uniques en leur genre. Elles sont légèrement cratérisées, avec des crêtes et des vallées, et sont séparées des parties plus anciennes et plus cratérisées par de nettes frontières. On y trouve également des canyons géants, près de 12 fois plus profonds que notre Grand Canyon. Les scientifiques ignorent pourquoi Miranda présente de telles caractéristiques, mais selon une théorie, elle aurait subi une grande collision, et se serait ensuite recomposée comme ça. Toutes ces grosses lunes sont verrouillées par rapport à Uranus, tout comme la Lune terrestre. Uranus possède des caractéristiques très intéressantes, mais c'est son système d'anneaux qui est vraiment cool. Et sache que toutes les lunes contribuent à la formation de ces anneaux. Uranus possède 13 lunes intérieures et 13 anneaux peu visibles, mais tous reliés entre eux comme une grande famille cosmique. Cordelia et Ophélie sont en quelque sorte les gardiennes de l'anneau le plus externe, Epsilon. Ces 2 lunes bergères tiennent toutes ces particules en place. Et Cordelia est la plus proche de la surface d'Uranus. Mais le plus important, c'est qu'il y a au moins 8 autres petits satellites dans cette zone. C'est plutôt bondé. La NASA se demande encore comment ils ne s'écrasent pas tous les uns contre les autres. Les lunes intérieures sont composées à moitié de glace et à moitié de roche, mais nous ne savons pas grand-chose des lunes extérieures. La NASA pense qu'il pourrait s'agir d'astéroïdes capturés par l'attraction gravitationnelle d'Uranus. Quoi qu'il en soit, la planète et ses lunes sont assurément hors du commun. Apparemment, ces satellites pourraient abriter des océans salés sous leur surface gelée. Les plus éloignés d'Uranus, Titania et Oberon, pourraient même avoir des océans d'une profondeur de 48 km. C'est plus profond que la fosse des Mariannes.
Les océans d'Ariel et d'Umbriel pourraient faire près de 30 km de profondeur. La NASA s'est servie d'un programme de modélisation informatique et des données de la sonde Voyager 2, lancée en 1977 pour comprendre la composition et la structure de ces lunes. On a alors découvert que Titania était suffisamment grande pour conserver sa chaleur interne et empêcher son océan de geler. Mais attention, les autres lunes ont peut-être elles aussi des océans chauds. Les chercheurs ont découvert des sources potentielles de chaleur dans leurs manteaux rocheux. Il pourrait en jaillir un liquide chaud qui maintiendrait la température des océans. Et ces océans pourraient même être suffisamment chauds pour abriter la vie. L'étude a également révélé que des chlorures et de l'ammoniac abondent probablement dans ces mers lunaires. L'ammoniac est comme un antigel et les sels présents dans l'eau pourraient également contribuer à maintenir des températures élevées. Mais est-ce vraiment suffisant pour que ces lunes pourtant glacées contiennent de l'eau liquide propice à la vie cellulaire? Tout repose évidemment sur un mélange équilibré de toutes les substances présentes et sur la position du satellite par rapport à sa planète mère et au Soleil. Et si ces lunes possèdent réellement des océans, cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres mondes océaniques dans notre système solaire et même au-delà. Vraiment fantastique. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ces océans sont très salés. Environ 150 grammes de sel par litre d'eau. Ce n'est peut-être pas plus salé que le grand lac salé de l'Utah, mais tout de même. Quant à la 5e plus grosse lune d'Uranus, Miranda, elle a peut-être eu un océan à un moment donné, mais nous pensons qu'il a rapidement fini par geler. Quoi qu'il en soit, la NASA envisage d'envoyer une mission sur Uranus pour en savoir plus sur cette géante de glace et sur ses lunes. Cette mission s'appelle Uranus Orbiter and Probe, UOP. Une très bonne idée, à mon avis. Alors, oui, théoriquement, il pourrait y avoir jusqu'à 5 océans, mais il nous reste encore pas mal de choses à découvrir. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe, et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler.
Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes,
une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées.